Bonjour à toutes et tous pour cette conférence vidéo proposée par le service de prévention Harmonie Mutuelle. Je m'appelle Thierry Gatineau, je suis responsable de programme de prévention chez Harmonie Mutuelle et responsable entre autres du programme La santé de votre enfant. Aujourd'hui, c'est un moment particulier puisque ce webinaire, cette rencontre santé qui est liée à la sensibilisation aux gestes de premier secours, est commune à la fois au programme La santé de votre enfant, au programme Demain s'invente aujourd'hui et au programme dédié à la santé féminine. Je vais bientôt passer la parole à Florent. Je vous donne une petite information. Florent est en mission en ce moment en Afrique. Ce n'était pas prévu, mais il tient malgré tout le pavé. Ici, il est en mission humanitaire en Afrique, au Congo. Et Florent, donc depuis le Congo, nous fait cette présentation. Alors, on espère qu'il n'y aura pas de problème de connexion. On garde espoir, on brûle des cierges, on fait comme on peut. Florent, je te passe la parole. Ok, merci Thierry. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire sensibilisation aux gestes de premier secours. Alors, c'est que habituellement, les gestes de premier secours, c'est quelque chose qu'on fait en présentiel. Hein, c'est beaucoup de techniques. Aujourd'hui, on va essayer d'en discuter. Je vais essayer de vous donner pas mal de petits tuyaux, de petits tips pour pouvoir découvrir ou redécouvrir, finalement maintenir vos acquis autour du secourisme et des actions de secours. On va tout d'abord faire un petit point justement sur où on en est en France au niveau du secourisme, au niveau de son rôle de citoyen en tant que secouriste. Je vais essayer aussi de pas générer chez vous de stress et d'angoisse par rapport à ce qui pourrait être considéré pour vous comme des obligations. Hein. Mon rôle, c'est quand même de vous rassurer et de vous donner quand même des moyens de passer à l'action. Voilà, pour qu'on soit un maximum de personnes en sécurité. Donc, je vais animer cette petite vidéo et je ferai quelques coupures pour échanger sur les thématiques et il y aura il y aura 7 petits quiz, d'accord, que vous aurez dans la partie sondage auquel vous répondrez en direct, qui nous permettra aussi, en fonction de vos réponses, d'animer le débat. Voilà, c'est parti. Alors, sensibilisation aux gestes de premier secours. Devenir secouriste, c'est choisir d'aider les autres et faire une vraie différence dans la vie des gens. Tu peux sauver des vies, bien entendu. On parlera justement de la collaboration entre vous les citoyens et nous qui sommes les professionnels justement de l'urgence sur le terrain, les pompiers, le SAMU et les ambulanciers privés. C'est utile au quotidien, bien entendu. Tu gagnes en confiance, bien entendu, pour nous, sur le terrain, c'est un métier de répétition. Hein. On maîtrise, nous, ce qu'on répète dans le temps, on prend en charge des victimes. Face à une victime, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas se poser 1000 questions, donc on a besoin d'avoir des automatismes. Vous, ce que vous avez besoin, c'est d'avoir une petite caisse à outils. Commencez à construire une petite caisse à outils dans votre tête pour justement savoir identifier tant bien que mal ce qui est en train de se passer et pouvoir faire un petit geste supplémentaire pour que justement, quand nous on viendra vous épauler, prendre le relais, qu'on augmente justement les chances de réussite, éventuellement de survie de la victime. Et puis c'est valorisant, hein, ça vous donne des compétences supplémentaires, bien entendu. La suite, ça va venir. L'importance d'être formé. Réfléchissons tous ensemble. Donc, il va arriver un petit quiz dans quelques secondes qui va nous permettre justement d'évaluer l'importance d'être secouriste et l'importance d'être justement déjà formé sur finalement le maintien de nos acquis. Répéter pour aussi commencer à se créer des automatismes. Donc Thierry, si tu peux lancer s'il te plaît, le premier sondage. Je lance le premier sondage. Vous allez recevoir un petit pop-up en bon français sur votre écran. Alors, toc. Sondage. Publier sondage. Voilà. Allez, c'est parti. Pourquoi est-il utile de suivre une formation de secouriste en France, à votre avis? Pour impressionner ses amis, pour savoir comment réagir en cas d'urgence, potentiellement sauver des vies, pour obtenir un diplôme à encadrer.
Il y a les réponses, Thierry, là? Alors, je regarde les réponses qui sont en train d'arriver. On a 54 votants pour l'instant et on est sur 80% pour savoir comment réagir en cas d'urgence et potentiellement sauver une vie. Voilà, exactement. La majorité. Et puis là, tout le monde est en train de voter pour cette réponse-là. On voit que ça se renforce. Ok. Tu veux passer à la deuxième question? Ouais, je passe à la deuxième question. Hop. Dans quelle situation une personne formée au premier secours peut-elle être utile? Uniquement lors des catastrophes naturelles, ou en cas d'accident de la vie courante, chute, malaise, etc., accident de la route, ou lors d'un problème de santé soudain. Seul si les médecins ou pompiers. Allez, c'est parti. Voilà, on a une majorité en cas d'accident de la vie courante. 100%. Ouais, 100%. Tout à fait. Ce qu'on veut, c'est qu'un maximum de personnes en France soient capables de faire un petit truc sur une personne qui nécessite de l'aide, quoi. Tu veux passer à la question d'après? Ouais. Question d'après. Est-ce que tout le monde peut suivre une formation de secouriste en France? Non, c'est réservé aux adultes. Deuxième réponse, oui, il existe des formations adaptées à différents âges, y compris pour les jeunes. Et la troisième possibilité, seulement si on a déjà travaillé dans le domaine de la santé. Ben non, c'est pas réservé qu'aux adultes, c'est réservé à tout le monde. Les premières actions de formation qu'on réalise, nous, c'est grande section et CP. C'est des enfants qui ont entre 5 et 6 ans. Ils sont peut-être pas capables de comprimer une poitrine sur un massage cardiaque ou de mettre en PLS un adulte, mais ils sont déjà tous capables d'apprendre à passer un message, d'alerter. Donc oui, il existe des formations adaptées aux différents âges, y compris pour les jeunes. On a des formations pour les civils, des formations pour les professionnels, on a le PSC, on a le SST dans le milieu d'entreprise. Et après, toutes les petites formations qu'on peut faire aussi quand on est bénévole dans une association type Croix-Rouge. Oui. Tu peux passer à la suite. Continue. Ouais. Qu'apprend-on généralement lors d'une formation de secouriste? À conduire une ambulance. Les gestes de base pour aider une personne qui s'étouffe, qui saigne, qui respire ou plus. À faire un diagnostic médico-complexe. Là, les gens n'ont pas besoin de... Ouais, ça va vite, hein, ils n'ont pas besoin de moi en fait. Les gestes de base pour aider une personne qui oui, on va arrêter tout de suite. Qui ne respire plus, inconscient, on va les malaises, les brûlures, les traumatismes. Faire des diagnostics médicaux complexes, non, mais déjà à pouvoir être assez précis sur le message qu'on va passer, c'est-à-dire d'être les yeux du médecin qu'on aura au bout du fil, ça va être quelque chose qu'on va apprendre en formation de secouriste. C'est bon, tu peux passer à la question suivante. Okay, c'est la dernière question. Allez, où peut-on suivre une formation de secouriste en France? Uniquement à l'hôpital, auprès d'organismes comme la Croix-Rouge, la Protection civile et sapeurs-pompiers, ou seulement à l'école? Ouais, ça va vite les bots, on est 70, 72, 75. Ok, 100% ils sont chauds. Ouais, ils sont prêts. Auprès d'organismes comme la Croix-Rouge, Protection civile, les sapeurs-pompiers. Bon, il y a de nombreux OF aussi qui sont partenaires de ces associations-là ou même des sapeurs-pompiers, donc qui permet finalement de délivrer un maximum de diplômes de secouristes, au moins du PSC et du secouriste au travail. Hein. Sans parler aujourd'hui de cette décision depuis quelques années du gouvernement de former les plus jeunes donc à l'éducation nationale. Voilà pour ce premier sondage. Donc vous avez compris l'importance d'être secouriste, hein, pour les secouristes déjà formés finalement, de resuivre de temps en temps des petites formations de secouristes de 7 heures ou de 8 heures pour vous aguerrir. Principalement, votre première inquiétude, c'est face à ces gestes, c'est si mon geste n'est pas parfait ou si c'est pas le bon, je risque quoi, hein. On a un rôle en tant que citoyen en France. On a un rôle en tant que citoyen, on doit au moins alerter
C'est-à-dire que c'est vraiment cette notion de non-assistance à personne en danger. Donc on verra quand on fera l'alerte un peu plus tard quels sont les numéros qu'on doit composer pour passer une alerte. Mais votre première idée finalement dans la notion d'alerter, donc dans ce devoir de citoyen, ce devoir d'assistance à personne en danger, c'est finalement de crier au secours à l'aide. Et c'est de vous trouver le moins longtemps possible un secouriste isolé, seul avec une victime. Parce que bien évidemment, et ça je ne vais pas vous mentir, et nous les professionnels on ne se ment pas non plus, être avec une victime ça crée du stress et de la peur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous on répète nos gestes très régulièrement pour créer des automatismes. Notre premier facteur de stress, c'est de ne pas maîtriser nos gestes de secours. Voilà. Vous, ce qu'on vous demande, en tant que citoyen, c'est au moins d'avoir passé l'alerte. Donc, c'est d'avoir crié au secours, c'est-à-dire dans un premier périmètre, de faire venir des gens autour de vous pour vous épauler. Ça rassure d'avoir des gens, peut-être vous, qui finalement ont des compétences que vous n'aurez pas. Et puis derrière, d'être capable de passer une alerte, donc d'appeler le bon numéro et de passer un bon message. Ce qu'on va apprendre, ce qu'on apprend en formation de secouriste, c'est ce qu'on va apprendre là, c'est de faire le petit truc en plus finalement. C'est d'être capable de mettre sur le côté une personne qui en a besoin. Donc en PLS, c'est de comprimer une poitrine, c'est de boucher une plaie qui saigne abondamment, peu importe comment on va le faire. D'accord ? On peut pas vous demander, même vous, si tu as une formation de 8 heures, d'avoir le geste optimal. Vous, on va vous demander d'être capable déjà de comprendre ce qui se passe. C'est vraiment le point clé. Et on verra quand on va aborder les actions de secours. C'est quel est le point hyper important à retenir pour faire un geste derrière. Donc, si demain vous êtes face à une hémorragie finalement et que vous arrivez, peu importe le moyen que vous mettez en œuvre, à arrêter l'hémorragie, vous avez sauvé une victime. Si vous arrivez finalement à détecter que la personne est bien en arrêt cardio-respiratoire et que vous comprimez une poitrine, peu importe comment vous la comprimez, si vous comprimez trop vite, pas assez vite, trop fort, pas assez fort, c'est pas grave, vous êtes déjà en train de relancer la circulation finalement et d'alimenter le cerveau. On va dire que la version optimale, vous l'aurez de toute façon que si vous répétez le geste, donc si vous faites quotidiennement des petites manœuvres, ce qu'on appelle nous chez les pompiers ou les ambulanciers, et vous finalement, vous n'avez pas l'occasion de faire ça, donc vous ferez du mieux que vous pourrez. Ce qui pourra vous être reproché en tant que citoyen, c'est de ne pas avoir alerté. Si vous faites un geste, vous ferez finalement ce que la plupart des Français ne font pas. Donc, vous filez un coup de main aussi aux professionnels, parce que nous, quand on arrive, finalement, vous aurez entretenu une activité vitale chez votre victime. La suite. Donc, le devoir citoyen, c'est fait. Le bon geste, c'est fait. Nous avons tous un rôle à jouer, les citoyens et les professionnels. En fait, c'est une collaboration géante en France. Je vais prendre un exemple, principalement, c'est la réanimation cardio-pulmonaire. Nous, quand on arrive, les professionnels, il s'est passé du temps. Il s'est passé beaucoup trop de temps. C'est-à-dire que mettez-vous dans la situation où vous trouvez une victime, vous comprenez qu'il y a un problème, vous appelez les secours, vous expliquez, déjà vous arrivez à les avoir au téléphone, ce qui des fois prend du temps, vous leur expliquez votre problématique, le médecin ou le régulateur au bout du téléphone, au bout du fil comprend qu'il y a un problème, donc nous missionne pour vous rejoindre sur un domicile ou sur une voie publique. Si c'est passé 20 minutes, c'est un record. Et si pendant les 20 minutes, il ne se passe rien sur le massage cardiaque, les chances de réussite sont quasiment nulles. Si c'est pas nul. Rappelez-vous, si on ne vous l'a jamais dit, que chaque minute passée en arrêt cardio-respiratoire, c'est 10% de chance au moins de survie. Chaque minute passée. À partir de la première minute, il y aura des séquelles neurologiques. Et à partir de la 4e minute, la médecine considère qu'il y aura des séquelles irréversibles. Si nous, on arrive au bout de 20 minutes et qu'il n'y a personne qui comprime une poitrine, finalement, les chances de survie sont nulles. Ou quasi nulles. Donc, même si vous, le temps qu'on arrive, vous comprimez cette poitrine et que ce n'est pas dans une version optimale, vous aurez continué, finalement, d'alimenter le cerveau en sang et en oxygène. Donc, vous aurez maintenu artificiellement la vie de la victime. Donc, naturellement, vous allez augmenter, à nous, les pompiers, les ambulanciers, le SAMU, les chances de survie en bonne qualité de cette victime. Voilà pourquoi nous avons tous finalement un rôle à jouer. On pourrait prendre cet exemple pour l'étouffement, pour l'hémorragie, c'est-à-dire que si vous êtes capable de faire quelque chose, même si ce n'est pas dans une version optimale, rassurez-vous, nous, on va augmenter nos chances de réussite dans la prise en charge derrière. Voilà. Pour être un bon secouriste, il faut savoir, on verra justement notre credo du secouriste. Je reviens un peu en arrière. J'étais trop vite. Pour être un bon secouriste, c'est le credo du secouriste. Il faut savoir alerter, protéger
et secourir. Et c'est ce qu'on va développer par la suite. Juste avant, j'aimerais qu'on fasse un petit quiz pour savoir où on en est, nous, les secouristes en France, quelles sont les stats, combien de personnes sont formées et le rôle qu'on a joué. Si tu peux mettre le deuxième quiz, Thierry, s'il te plaît. Oui, si la question n'apparaît pas, vous allez en bas à droite, vous cliquez sur sondage et là, vous verrez le sondage apparaître. Hop, voilà. Allez, quel est environ le pourcentage de la population française qui a déjà suivi une formation de premier secours, à votre avis? Ça en parle pas mal dans les médias quand même, hein. Voilà, la réponse actuelle, c'est moins de 40%. On est quasiment 40%. Il y a encore du travail à faire, mais on est moins de 40% des Français formés au premier secours aujourd'hui. Alors au niveau de l'Europe, on est vraiment pas bon. On n'est pas bon du tout. Il y a des pays européens où ils sont à plus de 80% de personnes formées, mais c'est des pays comme par exemple la Suède ou la Norvège où ils s'y prennent vraiment très tôt pour former les plus jeunes finalement. Ils s'y prennent à l'école. Finalement, c'est un truc qu'on pourrait s'imaginer nous aussi, hein, si depuis finalement la primaire et jusqu'en terminale, jusqu'aux 18 ans de nos enfants, chaque année, ils font une demi-journée ou une journée de secourisme. Finalement, quand ils arrivent à 18 ans, ça devient des secouristes aguerris. Donc voilà, il y a du travail à faire. C'est-à-dire que même après avoir suivi cette formation, ou si cette formation vous permet finalement de maintenir des acquis que vous aviez déjà, et que vous faites un geste en plus finalement d'alerter le jour où vous êtes avec une petite, vous êtes capable de faire ce que 60% de la population ne sait pas faire aujourd'hui. Donc finalement, encore une fois, c'est une collaboration. Moi, je compte sur vous. Vous tous qui m'écoutez aujourd'hui pour être finalement vecteur de la bonne parole et dire que c'est des gestes qui sont pas très compliqués à apprendre, ils sont pas très compliqués à mettre en place. On peut s'enlever la pression finalement de se dire que vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas dans une version optimale du geste à effectuer, vous êtes quand même en train de faire quelque chose de très positif sur la victime, vous êtes en train d'augmenter ses chances de vie. Et ce message est important à transmettre des plus petits jusqu'aux plus vieux. C'est-à-dire que même on fait des formations à des retraités, hein. Des retraités qui n'ont pas accès aujourd'hui et qui, à la retraite, en ayant des petits-enfants, se disent « Ah, purée, mais je ne sais pas quoi faire si demain il arrive quelque chose à mon petit-fils. Et celui-là, il faut que je le rende à la fin de la journée. Papa et maman veulent le récupérer en bonne santé. Donc, je vais essayer de diminuer mon niveau de stress. Je vais aller suivre une petite formation à la Croix-Rouge chez les pompiers ou avec moi, avec plaisir, pour acquérir de nouvelles petites compétences. Deuxième question. Alors, Thierry, s'il te plaît. en complément sur la première question, c'est vrai que les gens étaient plutôt défaitistes. Voilà. Ils étaient entre Ouais. 20 et 30%. Allez, j'envoie le Parmi les deuxième. personnes, ouais, c'est vrai. Parmi les personnes formées au premier secours, quelle est la formation la plus courante? Attestation de formation aux gestions d'urgence, sauveteur secouriste au travail ou prévention secours civique de niveau 1? Ah, il y a un ex-aequo presque. Ouais, quasiment, ouais. Ça doute. Ouais. Bah, vous n'avez pas tort finalement, le PSC1 est encore un peu devant aujourd'hui, mais c'est vrai que bon, la volonté aussi du gouvernement aujourd'hui, c'est que de développer le SST, hein, de former des salariés en entreprise pour être des secouristes, mais avant tout des préventionnistes, hein. La différence finalement entre le SST et le PSC1, c'est la prévention des risques. Dans un SST, vous trouvez finalement un PSC1 plus de la prévention. Donc si vous êtes déjà titulaire d'un PSC1, bah, dans votre entreprise, si vous faites un SST, vous allez acquérir aussi des notions de prévention. L'attestation FGSU, c'est vraiment une formation de secouriste en équipe qui, elle, est réservée aux professionnels de santé. Voilà. Tu peux passer à la question d'après. Ouais. Troisième question. Chaque année en France, combien de personnes sont formées au premier secours par les associations agréées et organismes habilités? Ah, moi, ça bug là. Non, là, c'est pareil.
Entre 500 000 et 1 million, Ah si, attends. Voilà. 55%. C'est entre 500 et 1 million. Ah bah voilà, parfait. 54%. Ok. Entre 500 et 1 million. C'est ça la réponse? Ouais, c'est ça la réponse. Ah ouais. Ce qui est bien sûr Il y a pas pas assez. mal de gens C'est bien, c'est il bien, y a pas mal de gens qui ont répondu moins de 100 000. Hein. mais c'est pas assez. Ouais. Allez, tu peux donner la question d'après si tu veux. Ok, question 4. Quel est l'objectif du gouvernement français en termes de pourcentage de population formée au premier secours? Alors, on a en premier, pour l'instant, on a atteint 50% de la population formée. Ah, ça fait beaucoup, hein. Pour l'instant, 10%, en fait, on se rend pas compte, mais on est moins de 40%. 10% de la population, c'est. Il va falloir des formateurs, là. C'est former au moins une personne par foyer. C'est un peu l'idée aussi en SST sur les structures, c'est d'avoir au moins un SST présent par journée de travail. Voilà. Sachant que n'oubliez pas que quand même notre objectif à tous, c'est vraiment d'être formé, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le moins de victimes possible. Donc la prévention est importante. Hein, plus on fait de la prévention en amont, moins on a des chances d'avoir de victimes. Sachant qu'on est d'accord, le risque zéro n'existe pas. Donc la bonne réponse, c'est former au moins une personne par foyer. Tu peux passer à la suite si tu veux. En cas d'arrêt cardiaque en France, quel est environ le pourcentage de personnes qui reçoivent les gestes de premier secours avant l'arrivée des professionnels? Je vais vous donner une stat assez récente en plus. Ouais, c'est moins de 20%. Ça revient à ce qu'on se racontait tout à l'heure. Hein. Ça correspond finalement au nombre déjà de personnes formées. Pas assez de poitrines sont comprimées en attendant l'arrivée des professionnels. Il y a une stat récente, même malheureusement, qui dit que si vous êtes une femme en arrêt cardio-respiratoire, en fait, vous avez 40% de chances en moins qu'un homme d'être pris en charge parce que justement, vous avez une poitrine. Et que si c'est un homme qui vous réanime ou qui voudrait vous réanimer, il ne va pas oser mettre les mains sur votre poitrine ou il aura peur que s'il le fait, que ça puisse lui être reproché. Donc, dans le discours de formation, ce qu'on explique aux gens, en général, c'est quand on est face à une poitrine, d'accord, on est face à une victime. On n'est pas face à un homme ou face à une femme, on est face à une poitrine, un thorax, qu'il faut comprimer pour maintenir la circulation, donc augmenter les chances de survie, jusqu'à l'arrivée des professionnels. C'est la dernière question, là. Ouais, c'était la dernière. Ok, la suite. Donc, allez, on va partir sur notre alerter, protéger, secourir. Alors, alerter, protéger, secourir. Ça paraît simple, comme ça, et ça l'est dans la réalité. Il faut juste comprendre que ce credo d'alerter, protéger, secourir, c'est un moyen mnémotechnique de savoir, de se souvenir tout ce qu'il faut faire quand je suis présent avec une ou plusieurs victimes, mais c'est surtout se dire que cette chronologie ne sera pas la même en fonction de la situation dans laquelle je me trouve. Si je suis en présence d'une personne qui saigne à mon amant, bien sûr que votre premier objectif, ça ne sera pas d'alerter, de protéger, mais de secourir. Ça sera, on verra tout à l'heure, c'est d'aller boucher un trou pour rapidement arrêter l'hémorragie. Si vous êtes face à une personne en arrêt cardio-respiratoire, on le verra tout à l'heure, bah finalement, même si rapidement on est d'accord, il faut secourir, donc compris une poitrine, la notion, ça sera avant tout d'être sûr que l'alerte sera donnée ou pourra être donnée. Mais ça, on pourra en parler. Alors, alerter. Alerter, c'est quoi? La chaîne de secours, d'accord, qui ne peut pas fonctionner sans son premier maillon qui est le témoin et qui protège et donne l'alerte. Donc, protéger, alerter. Le geste de premier secours, d'accord, on va essayer de autour desquels on va discuter aujourd'hui pour se filer des petits tips et commencer à remplir sa caisse à outils. Les renforts publics, les renforts médicaux et les hôpitaux. Ah, ça bloque. Non, c'est bon, ça vient. Alors, quels sont les différents numéros d'urgence que vous connaissez? On va se refaire un petit quiz, mais je tiens quand même à vous rappeler, le temps que Thierry met en place le quiz, que
l'alerte, avant tout, c'est la proximité. L'alerte, c'est crier au secours, à l'aide, pour vous retrouver le moins longtemps possible un secouriste isolé. C'est bon, Thierry? Oui. Alors, quel est le numéro à composer en cas d'incendie? 15, 18, 112. Tic-tac, tic-tac. Ouais, c'est bon. 83%, 80%, 70%. Oh, ça descend. Quel est le numéro à composer en cas d'incendie? C'est bien entendu le 18. Tu peux passer à la question d'après. Si quelqu'un a un problème de santé urgent, quel numéro dois-tu appeler? Le 114, le 115 ou le 15? Ouais, presque 90% de 15. On est parfait. Le 115, c'est le... On verra tout à l'heure. Tu peux passer à la suite si tu veux. Quel est le numéro d'urgence européen que tu peux utiliser partout dans l'Union européenne? Donc en France, bien entendu. Le 112, 92%. On est meilleur sur le 112. Question d'après, s'il te plaît. Pour signaler une personne disparue, quel numéro peux-tu contacter? Le 115, le 197 ou le 18? « 197. Ouais, ça c'est un numéro qu'on ne connaît pas bien encore. Bien entendu, en cas de disparition, il y a du numéro qu'on peut composer, qu'on connaît. Si vous faites le 18, si vous faites le 15, pris par la panique, c'est pas grave, vous serez réorienté. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe ce numéro, le 197, pour les personnes disparues. Tu peux mettre l'autre question, s'il te plaît, Thierry? Quel numéro est dédié aux personnes sourdes et malentendantes pour contacter les secours par SMS, fax ou en visio, par le biais d'une application? Alors celle-ci, elle commence à être de plus en plus connue. Allez, la moitié, le 114, ouais, bien sûr. Alors, 114 vous permet finalement de texter un message d'alerte. Alors, faxer, bah, ça c'est dans le protocole. Hein. Je sais qu'on n'est plus trop au domicile équipé de fax, mais c'est encore une procédure qui existe. Et par visio, en fait, par le biais de l'application justement. Si vous avez un smartphone, vous pouvez télécharger l'application 114 et vous pouvez faire une visio, c'est-à-dire qu'on peut signer une appel avec le langage des signes. C'est aussi finalement un numéro qu'on peut détourner. Étant donné que je vous dis que c'était un moyen de faire un message d'alerte silencieux, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque terroriste, en cas de violence conjugale par exemple, et ben, si on veut passer, si on est en danger, qu'on veut appeler qu'on va envoyer un message silencieux, on peut l'envoyer aussi par le biais de ce numéro-là, le 114. C'était la dernière ou il y en a une autre derrière, Thierry? Il en reste encore deux. Ok. Si tu vois quelqu'un en grande difficulté sociale et qui a besoin d'aide, sans abri par exemple, quel numéro tu peux appeler? Ouais, celui-là tout le monde le connaît. Ok. Du moins la majorité, 70%. C'est le 115. 115 SAMU social. Et le dernier? Voilà. Et quel numéro pour l'aide à l'enfance en danger? Ah, c'est bloqué. Non, ça marche. Ah, vous êtes nombreux à le connaître celui-là. Okay. Ouais, c'est des numéros qui sont communiqués de plus en plus. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation qui permettent d'appeler ce numéro. Encore une fois, bon, ça fait une grosse liste de numéros. Quand on ne se souvient pas, on ne vous raccroche pas au nez. C'est-à-dire que si vous appelez le mauvais numéro, il y aura toujours quelqu'un pour vous réorienter. C'est bon là, Thierry, du coup? Ouais. C'est bon. Ok, bon, la majorité d'entre vous se souviennent des numéros les plus importants, qui sont ceux-là. S'il y a 4 numéros dont il faut se souvenir quand je suis secouriste, c'est le 15, le 18, le 112 et le 114. Le 15 qui correspond au numéro du SAMU,
Alors c'est pareil, n'ayez pas peur. Appeler le SAMU, ça n'engage pas forcément des moyens. Le SAMU, c'est aussi une écoute et une aide médicale, un conseil médical. Si vous avez un doute en plein milieu de la nuit sur un de vos enfants qui a de la fièvre, qui avait déjà pris il y a 3 heures son Doliprane et que vous ne savez plus quoi lui donner parce que la fièvre ne tombe pas, bah vous appelez le 15. Vous allez avoir un échange avec un médecin qui va finalement vous orienter sur la marche à suivre. Le 18, c'est les pompiers. Le 18, c'est tout ce qui est secours à personne sur la voie publique, principalement. Dans les établissements recevant du public, on les voit aussi, qui viennent compléter les effectifs des ambulanciers du SAMU, et on les retrouve sur les incendies et les sauvetages en milieu périlleux. Le 112, c'est le numéro qui permet d'avoir accès à ces 3 numéros, finalement, en France, et au numéro d'urgence quand je suis dans un pays européen autre que la France. Et le 114, on a parlé avec l'application mobile qui vous permet finalement d'envoyer un message silencieux par fax ou par visio. Principalement, cet outil était réservé à la base pour les sourds et malentendants. Et bien sûr, les numéros complémentaires qui vont apparaître. Ils sont le 17, les forces de l'ordre. Le 115, le SAMU social. Le 119, protection de l'enfance. Le 96, celui-là, on l'avait pas mis dans le quiz, mais c'est secours en mer. Et le 197, alerte intentant. Voilà un bon rappel de ces numéros. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je peux revenir en arrière. Ils ont mis aussi des petits pictogrammes qui sont utilisés maintenant, qui sont le pictogramme universel qui permet aussi de les reconnaître de manière différente. Voilà pour l'alerte. Nous allons passer après justement au contenu du message qu'il faudra élaborer justement pour avoir un bon échange avec la personne que vous avez au bout du fil. Donc le numéro, l'idée principale quand même, c'est d'être identifié, de se présenter. Ah, excusez-moi. L'idée principale, c'est d'être identifié, de se présenter, ce qui permet finalement au service de secours, si jamais ça raccroche, si jamais il y a une coupure, d'être capable de vous rappeler et si vous êtes localisé, de venir vérifier sur place s'il y a réellement un problème. Donc, numéro de téléphone à partir duquel l'appel est passé, la nature du problème, maladie, accident, attaque terroriste, etc. En cas de situation à multiples victimes, préciser le nombre de victimes, la localisation la plus précise possible, répondre aux questions posées par les secours et attendre les instructions avant de raccrocher. On pourrait s'envisager multiples situations. L'erreur principale que fait un secouriste civil en général, c'est de se jeter sur le téléphone et finalement d'avoir pas grand-chose de construit à raconter derrière. Alors je dis pas qu'il faut ne pas stresser, ne pas avoir peur, ne pas être affolé. Je dis que en fonction de ce qu'on va apprendre après, justement la protection et le secours, on va pouvoir se libérer aussi du temps pour pouvoir avoir quelque chose de précis à raconter. Et plus vous allez être précis dans votre message d'alerte, meilleur sera le choix de la personne que vous aurez au bout du fil. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Si vous avez besoin d'aide, qui est-ce que je vous envoie? Est-ce que vous avez besoin d'ambulanciers? Est-ce que vous avez besoin de pompiers? Ou est-ce que vous avez besoin d'équipe médicale? C'est finalement pour avoir une meilleure interaction, donner la meilleure image possible de ce que vous avez sous les yeux, parce que c'est vous qui êtes présent sur place, pour que la personne qui est au bout du fil puisse prendre le choix le plus judicieux possible. Protéger. On a alerté, maintenant il faut savoir protéger. Protéger, c'est quoi? Allô? Protéger. Protéger, vous voyez là, c'est ce qui vous fait penser, vous, au dégagement d'urgence. Le dégagement d'urgence, c'est est-ce que je suis en sécurité pour aborder ma victime et pour pouvoir traiter ma victime sur place. Donc, on va voir si on est capable de supprimer un danger et si on n'est pas capable de supprimer un danger, est-ce qu'on est capable d'écarter la personne du danger pour assurer la protection et les victimes et des autres personnes qui pourraient rentrer. Il va falloir délimiter bien sûr cette zone de danger et empêcher l'accès à la zone dangereuse. Je vous donne
une situation, par exemple, vous rentrez dans une pièce où il y a beaucoup de flammes, beaucoup de fumée, et vous avez une victime à quelques mètres de vous, est-ce que vous êtes capable là de supprimer le danger, donc d'éteindre l'incendie? Clairement, non. Donc, je ne peux pas rester sur place avec la victime. Est-ce que je peux aborder la victime? Oui, à condition de savoir si j'ai accès facilement à ces victimes, si le trajet n'est pas encombré et si je me sens capable de le faire encore une fois. N'ayez pas peur de vous imaginer que vous ne vous sentirez pas capable de le faire parce que vous avez peur. On restera sur cette consigne de crier au secours à l'aide pour finalement alerter dans le périmètre le plus proche, et peut-être que la personne qui viendra vous renforcer, elle aura des capacités que vous n'avez pas, et tant mieux, et peut-être que vous pourrez finalement partager le travail, c'est aller chercher cette victime à deux. Je vous remonte cette vidéo. Je comprends. Donc supprimer ou écarter le danger, j'attrape la victime par la pied ou par les mains, et je réalise mon dégagement d'urgence. Finalement, je vais me diriger vers un endroit sécuritaire pour pouvoir m'occuper de la victime. Pour réaliser une bonne protection, d'accord, il faut observer, bien sûr, est-ce qu'il y a un danger. Je ne m'approche jamais d'une victime sans avoir évalué le danger. Ça pourrait être une victime au sol qui est inconsciente avec, par exemple, une multiprise dans la main. Je ne vais pas aller la toucher pour savoir si elle est alimentée par l'électricité. Je vais d'abord commencer par supprimer le danger. Donc, avoir accès soit à la prise, soit au compteur. Protéger, il y a deux possibilités. On l'a dit, le danger est contrôlable ou le danger n'est pas contrôlable. Si le danger est contrôlable, comme l'électricité, vous supprimez le danger, vous avez accès à la victime. Si le danger est incontrôlable, type incendie, eh ben vous allez réaliser un dégagement d'urgence de la victime pour l'éloigner du danger. Je répète que ça, pareil, faut vous sentir capable de le faire. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est pas grave. On crie au secours à l'aide. On essaye d'ameuter la proximité. Des gens vont sans doute débarquer et pouvoir vous filer un coup de main ou le faire à votre place. J'imagine que dans le chat, il y a pas mal de questions qui doivent apparaître. Thierry? Oui, il y a quelques questions. On les traitera à la fin. Oui. Okay. Nous savons alerter, nous savons protéger. Nous allons maintenant parler de nos actions de secours. Secourir. Alors, secourir, nous allons aborder 4 thématiques qui sont dans la chronologie de l'intensité dans laquelle la victime se trouve le plus en danger de mort. L'hémorragie. Ensuite, l'étouffement. Ensuite, l'inconscient qui respire et l'arrêt cardio-respiratoire. C'est-à-dire que quand on est secouriste aussi, il faut pouvoir s'imaginer qu'il peut y avoir plusieurs problèmes sur la même victime ou plusieurs victimes. Et là, je vais faire appel à votre bon sens. Si vous êtes en présence d'une victime au sol, vous êtes secouriste isolé, c'est-à-dire que vous êtes tout seul. Elle saigne abondamment par une plaie, elle a un arrêt cardio-respiratoire. C'est spontanément vous dire, qu'est-ce qui va amener à la mort en première victime? C'est l'hémorragie ou c'est l'arrêt cardio-respiratoire? Donc là, encore une fois, je fais appel à mon bon sens. Il n'y a pas de quiz, mais je vous laisse quelques secondes pour respirer, pour réfléchir. Je vais d'abord comprimer la poitrine ou je vais d'abord boucher un trou? Et la réponse, c'est que je vais d'abord traiter l'hémorragie. Parce que si je commence à comprimer la poitrine, le sang va continuer de s'écouler. Donc, l'hémorragie aura toujours la faveur sur l'arrêt cardio-respiratoire. On est d'accord que les deux situations vont tuer la victime, mais il faudra quand même rapidement traiter l'hémorragie pour derrière faire un massage cardiaque efficace. Bien entendu, si en même temps vous pensez à appeler au secours à l'aide et qu'il y a une ou deux personnes qui débarquent, vous pourrez vous partager le travail. Si vous avez compris ça sur une victime, vous avez compris ça sur 2, 3, 4 victimes. Si vous avez 3 victimes finalement, qu'il y en a une qui a un bras cassé, une qui a un arrêt cardio-respiratoire et une qui saigne abondamment, vous traiterez d'abord celle qui saigne abondamment pour pouvoir faire le massage cardiaque, et celle qui a un membre cassé, finalement, elle n'est pas en danger de mort. Un 12 cassé ne tue pas. Secourir. Donc nous allons d'abord aborder l'hémorragie. Ok, donc là il y a un bug de la vidéo, normalement vous avez le titre, en gros, hémorragie. Donc comment je traite l'hémorragie? Il faut savoir qu'il y a 3 types d'hémorragie. Hémorragie externe, donc qui sort par le biais du sang qui s'écoule par le biais d'une plaie, qui ne s'arrête pas spontanément. L'hémorragie interne, c'est du sang qui s'écoule à l'intérieur, qui ne s'écoule pas à l'extérieur. Okay. Et les hémorragies extériorisées, c'est du sang, c'est un écoulement de sang à l'intérieur du corps qui est évacué par un orifice naturel.
Donc là, pour cette petite animation, on va parler de la façon dont je vais traiter l'hémorragie externe et de la façon dont je vais traiter les hémorragies extériorisées du nez. Parce qu'il y a des techniques de secouristes. Donc, pour les hémorragies externes, donc c'est un écoulement de sang qui s'écoule par le biais d'une plaie. Il va y avoir 4 étapes. Donc, vous avez vu que sur la vidéo, je me suis protégé. Je pense à protéger la main qui va venir appuyer sur la plaie. Ok? Alors, moi j'ai un gant. Vous n'avez pas des gants toujours dans votre poche. Le référentiel, ce qu'il préconise, c'est de venir d'intercaler quelque chose entre votre main et la plaie. Ça peut être même un bout de tissu. Okay, c'est pour limiter le risque d'exposition au sang. Parce que n'oubliez pas qu'on peut contaminer une victime, mais aussi, nous, si on a une plaie sur les mains, on peut aussi être contaminé. Une plaie, c'est une porte d'entrée. Donc, 4 étapes. Observer et protéger, appuyer sur la plaie, allonger la victime, réaliser un pansement compressif, si besoin, de se libérer pour aller alerter. Dans le premier point, observer et protéger avant d'appuyer sur la plaie. Pourquoi on observe et on protège? On observe déjà à quoi ressemble la plaie, la profondeur, mais aussi on observe quelque chose qui pourrait nous empêcher de venir appuyer sur la plaie. Et ce qui pourrait finalement nous empêcher d'appuyer sur la plaie, c'est la présence d'un corps étranger. C'est quelque chose qui serait planté dans la plaie. Alors, ce corps étranger, si là aussi ça peut vous rassurer, la plupart du temps, il est du côté de la victime. C'est-à-dire qu'il fait obstacle à l'hémorragie. C'est la raison pour laquelle, en fait, on ne retire jamais un corps étranger. La victime, par contre, elle, sa première volonté, ça sera de se retirer ce corps étranger. Rappelez-vous qu'on ne supporte pas d'avoir une écharpe plantée dans un doigt. On a rapidement envie de l'enlever. Donc, si vous avez un corps étranger planté dans une plaie, vous, en tant que victime, vous aurez l'instinct de vouloir l'enlever tout de suite. Vous, en tant que secouriste, il va falloir lui dire de surtout la laisser en place. Elle fait probablement obstacle à l'hémorragie. Okay, si on est dans la situation où j'ai une plaie avec un corps étranger et que ça saigne abondamment, et ben, ça sera finalement un cas particulier dans lequel je poserai un garrot. Donc, j'observe, je protège, j'observe, je n'ai pas de corps étranger, donc vous voyez que sur la vidéo, je peux comprimer directement avec ma main protégée sur la plaie de la victime. Et protéger, le moyen de protéger la victime, c'est d'allonger. Allonger la victime, pourquoi? C'est, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, mais c'est le principe de la bouteille. C'est-à-dire que dans cette bouteille, il y a un liquide. Cette bouteille n'est pas pleine. Cette bouteille, c'est vous finalement. Ça, c'est votre tête. Ça, c'est vos pieds. Si une victime qui saigne, qui perd du sang abondamment, vous la laissez debout, finalement, le sang va disparaître principalement en premier. De là où j'en ai le plus besoin, c'est le cerveau. Donc, cette victime va faire un malaise, va perdre connaissance et va tomber de sa hauteur. Donc, vous, la notion de protection d'une victime, finalement, dans le secourisme, dans le cadre d'une hémorragie, c'est de l'allonger pour répartir le sang dans la victime entre les organes qui la font vivre, c'est-à-dire le cerveau et le cœur. Si vous voulez augmenter le phénomène, vous surélevez les jambes de la victime. Donc ça sera votre action de protection dans le cadre de l'hémorragie. Je vous laisse un peu défiler la vidéo. Après, je couperai mon sang. Donc, j'ai comprimé, j'allonge la victime et je réalise ma compression. C'est bon, je filme. Voilà. Alors là, j'arrête là. C'est-à-dire que là, je comprime. J'ai sommé la victime. J'ai secouru, j'ai protégé. J'ai pensé à ma bouteille. J'ai réussi à arrêter l'hémorragie. Donc, mon action de secours a été efficace. C'est le poids de mon corps, vous voyez, qui comprime la plaie. Si là, sur mon appel au secours, un témoin arrive, c'est un témoin qui pourra passer l'appel à ma place. Si j'ai pas de témoin qui arrive pour venir me seconder, mais que moi j'ai mon téléphone dans ma poche, je peux composer le numéro, j'ai du réseau et je me mets en haut-parleur, il n'y a plus aucune raison de lâcher cette compression jusqu'à l'arrivée des secours. Si je suis dans la situation où je dois libérer ma main, justement pour aller trouver du réseau, trouver un moyen d'appel, il va falloir que je trouve quelque chose qui va venir remplacer la compression manuelle. Et ce quelque chose, c'est un pansement compressif. Alors, un pansement compressif, c'est quoi? C'est un coussin avec une bande élastique. Ça, c'est la version que vous voyez à l'écran qui est vendue dans le commerce. Bien entendu, vous n'êtes pas sûr d'avoir tout le temps ça sur vous. Donc, quand vous êtes sur votre compression manuelle directe, finalement, sur la plaie,
vous avez le temps d'analyser ce que vous avez à portée de main sur votre tenue ou sur celle de votre victime pour fabriquer ce pansement compressif. Le tampon peut être réalisé à l'aide de chaussettes et le lien qui va réaliser à faire la compression peut être réalisé avec une manche de t-shirt, une manche de chemise, une écharpe, un bas de pantalon, enfin tout ce que vous avez à portée de main. Donc je vous laisse regarder la réalisation du pansement compressif. Serrez suffisamment, je vous le remontre en totalité, pour arrêter le saignement. Donc, je vois, j'appuie, Quand tu veux, après, j'allonge la victime. Compression manuelle directe. Si quelqu'un peut venir passer, si quelqu'un débarque, il peut faire l'appel à ma place, ou si moi je peux faire l'appel directement sur mon smartphone en haut-parleur, j'ai aucune raison de lâcher la compression jusqu'à l'arrivée de secours. Si je dois libérer la main, je vais réaliser un pansement compressif. Je prends le relais de ma main avec le tampon et avec la bande élastique. Je vais serrer très fort et venir comprimer le coussin qui comprime la plaie. N'oubliez pas que votre objectif, c'est d'arrêter le saignement. Voilà pour la gestion des hémorragies externes. Saignement de nez. Donc là, on est dans la catégorie des hémorragies extériorisées. Donc c'est un saignement interne qui s'écoule par le biais d'un orifice naturel. Les orifices naturels, vous les connaissez tous, de la tête aux pieds, les oreilles, le nez, la bouche. Finalement, la bouche qui peut avoir deux origines, c'est les voies digestives ou les voies respiratoires. On peut vomir du sang comme tousser du sang. Et les orifices plus bas, l'urètre qui vient de la vessie chez l'homme et la femme, le vagin chez la femme et l'anus chez nous tous. Donc, de toute façon, dans n'importe quelle situation où il y a une perte de sang, vous pensez à votre bouteille, c'est-à-dire qu'il y aura une notion de protection. Allonger la victime, surélever ses jambes pour faire circuler le sang qui reste entre son cerveau et le cœur. Une situation qu'on va pouvoir gérer, c'est le saignement de nez. Le saignement de nez, j'aime bien en parler parce que on avait les recettes de grand-mère à l'époque qui finalement étaient à l'opposé de ce qui est préconisé dans le référentiel, c'était la bascule de la tête en arrière. Alors qu'aujourd'hui, on vous conseille de toujours favoriser l'écoulement de sang. Donc on va asseoir la victime, tête penchée en avant. On va lui demander de se moucher vigoureusement. Moucher vigoureusement, pourquoi? Pour faire de la place, pour derrière venir réaliser une compression. C'est-à-dire qu'on va évacuer les sécrétions et les caillots de sang. Et on va lui demander de comprimer ses deux narines avec ses deux doigts pendant 10 minutes sans relâcher. Je vous montre la vidéo. Donc assise, moucher, compression pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on relâche. Le corps a pris le relais. Théoriquement, le saignement se sera arrêté. Si jamais le saignement continue au bout de 10 minutes de compression, on recommence le protocole. On fait moucher vigoureusement la victime et on fait une compression. Et là, il n'y a pas de délai. C'est-à-dire qu'on fait la compression non-stop et on appelle le numéro qui va bien pour prendre un avis médical. C'est sans doute qu'il y aurait besoin d'une autre méthode pour aller arrêter cette hémorragie-là en centre hospitalier. Quelles sont les personnes qui pourraient justement avoir ce problème-là de coagulation? C'est principalement les personnes autour de vous qui prennent un traitement anticoagulant. Voilà, donc c'est une information que vous passerez aussi dans votre message d'alerte. Est-ce que tu peux nous mettre le petit quiz, Thierry, s'il te plaît? Alors, c'est le quiz sur Hémorragie. La partie hémorragie. Ouais. Ouais. Alors, on va voir si vous avez bien écouté. Quelle est la première action à réaliser face à une hémorragie importante? Mettre un garrot immédiatement? Réaliser une compression manuelle directe sur la plaie? Ou nettoyer la plaie avec de l'eau? On en est où là? 99% réaliser une compression manuelle directe. Alors, mettre un garrot, c'est vrai que vous avez cette idée-là. Hein, le garrot,
juste pour faire un rappel sur cette thématique-là, je ne l'ai pas mis dans la vidéo parce que finalement, on s'est débrouillé sans garrot pendant des années et des années. Parce que ce que vous avez vu sur la vidéo, c'est vraiment des techniques qui marchent très très bien. Le garrot est revenu dans nos référentiels finalement suite à la réévaluation des risques en France et suite au Bataclan finalement. Ils ont réintégré dans notre référentiel le garrot parce que en France finalement, il y a le risque d'être en situation d'une attaque terroriste, donc le risque d'être en présence de victimes qui ont des blessures de guerre. Mais l'action principale sera la compression manuelle directe. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un pansement compressif? Un simple pansement pour protéger la plaie, un pansement serré qui exerce une pression pour arrêter le saignement ou un pansement imbibé d'antiseptique? Ouais, 100%. C'est un pansement serré qui exerce une pression pour arrêter le saignement. Alors, si vous voulez vous réaliser votre petite trousse de secours, les pansements compressifs donc, sont appelés CHU, C-H-U, coussin hémostatique d'urgence. C pour coussin, H pour hémostatique, U d'urgence. Vous pouvez trouver ça dans le commerce. C'est finalement des pansements compressifs prêts à l'emploi qui peuvent équiper vos petites trousses de secours perso. Troisième question, s'il te plaît. Dans quelle situation doit-on utiliser un garrot en priorité? Pour une petite coupure au doigt, lorsque la compression manuelle et le pansement compressif ne suffit pas à arrêter une hémorragie au niveau d'un membre, ou pour une simple contusion? Là, c'est votre bon sens. Et 100% la bonne réponse. Lorsque la compression manuelle et le pansement compressif ne suffisent pas à arrêter une hémorragie au niveau d'un membre. Pourquoi on ne le voit pas dans la vidéo, la mise en place du garrot? Parce que c'est quelque chose qu'il faudrait voir en présentiel et s'entraîner à réaliser finalement un garrot de tourniquet de fortune. Donc on sait que quand on sera en échec de toutes les techniques qu'on a vues en amont, finalement, on pourra poser un garrot, mais c'est quelque chose qu'il faudra vraiment voir en présentiel pour le maîtriser. Voilà. Quatrième question. Où doit-on placer un garrot sur un membre qui saigne abondamment? Juste au-dessus d'une plaie, en amont de la plaie qui saigne quelques centimètres au-dessus de la plaie, ou n'importe où sur le membre? Ouais, la majorité ont la bonne réponse. En amont de la plaie qui saigne, quelques centimètres au-dessus de la plaie. On dit même jamais sur une articulation. Finalement, on doit réaliser le garrot entre la plaie et le cœur. C'est bon Thierry, tu peux passer à la question d'après. Que doit-on faire après avoir posé un garrot? Le desserrer toutes les 15 minutes? Noter l'heure de pause et ne plus toucher jusqu'à l'arrivée de secours? Ou le recouvrir avec un pansement propre? Ouais, vous dégainez là, 90 votants. Et oui, en effet, la majorité, vous avez la bonne réponse. Notez l'heure de pause et ne plus toucher jusqu'à l'arrivée de secours. Pourquoi on note l'heure? C'est pour l'équipe médicale, bien entendu. C'est que bon, pour libérer un garrot, il y a un peu de chimie à faire. Donc c'est pour la prise en charge médicale derrière. Avoir une notion d'heure, c'est d'avoir une notion de délai. Donc éviter sur la libération du garrot, finalement, derrière, sur la prise en charge médicale, d'avoir d'autres complications. Voilà, c'était la dernière question, Thierry. Hein? Oui, c'était la dernière, oui. Ok, donc on va passer au deuxième sujet qui est l'étouffement. Excusez-moi, ça traîne un peu. L'étouffement. L'étouffement, là, vous êtes hyper important. Rarement un professionnel, d'accord, un pompier, un ambulancier ou le SAMU gère l'étouffement. C'est un truc qui se passe en général avec le collègue, avec les amis, en famille. Donc là, vous allez vraiment avoir un rôle très important pour que nous aussi, on puisse avoir derrière une prise en charge optimale. C'est-à-dire que si, bien sûr, personne ne traite l'étouffement jusqu'à notre arrivée, bah, nous, on aura potentiellement une réanimation cardio-pulmonaire à réaliser derrière. Alors, l'étouffement. Donc, on va aller droit au but. Hein. Nous, ce qu'on va gérer par une méthode, une action de secours, c'est l'obstruction totale. Voilà. C'est juste pour vous rappeler que dans l'étouffement, il y a deux types d'étouffement. Il y a l'obstruction
partielle des voies aériennes et l'obstruction totale des voies aériennes. Grosso modo, savoir si là ça passe ou si ça passe plus du tout. Et le seul moyen que vous avez de savoir si de l'air passe encore ou pas, c'est le bruit que vous allez entendre. Est-ce que la personne parle, tousse, râle, siffle, du moins si j'entends quelque chose. Parce que finalement, les signes sont les mêmes. C'est-à-dire qu'une personne qui s'étouffe, qu'elle soit en obstruction totale ou en obstruction partielle, se lèvera, sera très stressée, voire affolée, aura les mains au cou, sera toute rouge avec la bouche grande ouverte. Mais ça ne nous permet pas, les signes, de faire la différence entre l'obstruction totale et l'obstruction partielle. Okay, ça va vraiment être le bruit que vous allez entendre. Donc, si la victime ne parle pas, ne tousse pas, garde la bouche ouverte, s'agite, devient rapidement bleu et perd connaissance, c'est que c'était une obstruction totale. Et nous, ce qu'on veut, c'est la prendre en charge juste avant la perte de connaissance. C'est-à-dire que cette notion, essayez de vous en souvenir, je ne peux, en tant que secouriste, traiter l'étouffement, donc l'obstruction totale, que sur une personne consciente. Si la victime a perdu connaissance, je ne peux plus traiter la perte de connaissance. Donc, ça sera vraiment la seule situation, l'obstruction totale des voies aériennes, que je vais pouvoir traiter par une action de secours. Si vous êtes dans le cas d'une obstruction partielle des voies aériennes, c'est une victime qui a encore de l'air qui passe. Donc, bien sûr, elle peut s'affoler sur de l'air qui passe à 50% de ses capacités respiratoires. Bah, votre rôle, ça va être de la protéger, donc de l'asseoir, surtout pas lui mettre de claques, surtout rien lui faire, d'essayer de la rassurer pour essayer de faire redescendre son intérieur, essayer de faire redescendre son rythme cardiaque pour qu'elle puisse bénéficier de l'apport de l'air qui lui reste. Okay, si vous êtes dans la situation de l'obstruction totale chez l'adulte et l'enfant, d'accord, donc grosso modo, une personne qui tient debout sur ses jambes, vous allez déjà constater l'obstruction totale. Donc la victime ne parle pas, ne tousse pas, garde la bouche ouverte, s'agite, devient rapidement bleue. Observer et protéger, d'accord, c'est quoi? C'est réaliser dans un premier temps et rapidement de 1 à 5 claques vigoureuses entre l'omoplate avec le talon de la main ouverte. C'est de 1 à 5 claques. Pourquoi de 1 à 5? C'est-à-dire que si à votre deuxième claque, eh ben, vous arrivez à finalement libérer les voies aériennes de votre victime, vous n'avez pas besoin de mettre les claques suivantes. Vous allez asseoir la victime, la rassurer et prendre un avis médical. Je vous montre la vidéo de cette première étape. Donc c'est, je regarde, j'écoute, il n'y a pas de bruit, et avec le talon de ma main ouverte, je le mets de 1 à 5 claques vigoureuses. N'oubliez pas, je réalise ce geste secouriste uniquement sur les victimes qui présentent une obstruction totale des voies aériennes. Donc, pas de bruit. Bien entendu, au bout de la 5e claque, si c'est pas efficace, on va changer de méthode. Finalement, on va alterner 2 méthodes. On va alterner la méthode des 5 claques et la méthode des compressions abdominales. Donc, si à la fin de votre série de 5 claques, il n'y a pas d'efficacité, vous allez vous placer derrière la victime, sur la partie supérieure de son abdomen, sans appuyer sur les côtes, votre poing. Vous allez voir que je vais faire un piston au niveau du nombril, d'accord? Et avec mon autre main, je vais réaliser de 1 à 5 compressions abdominales. Sur le même schéma finalement que les claques dans le dos, je réalise de 1 à 5 compressions, parce que si la première ou la deuxième compression finalement permettent de libérer les voies aériennes supérieures de la victime, je m'arrête, elle arrive à retrouver une activité respiratoire, je vais la rassurer et l'asseoir. Donc, finalement, votre objectif, c'est sur l'obstruction totale des voies aériennes, je vais alterner l'enchaîner et alterner les claques et les compressions jusqu'à obtention du résultat ou jusqu'à perte de connaissance de la victime. Dans ce cas, on verra comment agir par la suite dans la situation où je me trouve face à une victime qui a perdu connaissance. Rappelez-vous, je ne peux traiter l'étouffement, l'obstruction totale des voies aériennes, que sur une personne consciente. Les compressions thoraciques abdominales, le piston et de 1 à 5 compressions. Donc, j'enchaînerai 5 claques, 5 compressions, 5 claques, 5 compressions, jusqu'à efficacité ou jusqu'à perte de connaissance de ma victime. Je pense que vous avez dans votre tête la question, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai un tout petit, quelqu'un qui ne tient pas debout, un nourrisson. On dira même au-delà, pour vous rassurer, c'est si vous avez un enfant, parce que tous nos enfants ne marchent pas à 1 an. Si vous avez un enfant qui ne tient pas sur ses jambes, donc l'action sera réalisée sur les jambes du secouriste assis. Comme ça, vos jambes deviennent le support. Donc,
L'analyse sera exactement de la même façon qu'avec l'adulte et l'enfant qui tient debout, c'est-à-dire aller chercher si vous entendez du bruit. Okay, ça va être la même façon de faire la différence entre l'obstruction partielle et l'obstruction totale des voies aériennes. Donc, constatez l'obstruction totale, ça sera votre nourrisson qui ne parle pas, qui ne tousse pas, qui garde la bouche ouverte, s'agite, devient rapidement bleu, et on n'attendra pas d'aller à la perte de connaissance avant de faire son action de secours. Donc, observez, protégez. Est-ce qu'il y a une obstruction totale aérienne? Si c'est le cas, on va réaliser de 1 à 5 claques dans le dos avec le talon de la main ouverte, et réaliser de 1 à 5 compressions thoraciques avec 2 doigts de façon profonde. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Les claques, ça sera entre les omoplates. Et les compressions avec 2 doigts, ça sera sur une ligne imaginaire entre les 2 mamelons du nourrisson. Donc, n'oubliez pas, je fais une petite pause. Vous allez voir que mes mains, quand je fais le recto ou le verso du nourrisson, j'accompagne avec mes mains la tête du nourrisson. D'accord? C'est des âges où vos enfants sont encore hypotoniques du cou. D'accord? Donc, on doit préserver aussi leur cou et leur tête en maintenant sur la manœuvre. Je retourne l'enfant, je réalise de 1 à 5 claques vigoureuses entre les omoplates. Si je ne suis pas efficace, je le retourne. Et sur une ligne imaginaire entre les 2 mamelons, je réalise de 1 à 5 compressions thoraciques. Voilà, on se fait un petit quiz, Thierry? Oui, oui. Alors, on arrive bientôt à la fin. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on passe les quiz ou est-ce qu'on accélère, monsieur le formateur? Bon, on peut se faire une demi-heure encore, non? On était parti sur 1 heure, mais on peut. Ouais, moi je peux faire la demi-heure. Si Ok. les gens veulent rester, je peux faire la demi-heure. Ok, allez. Donc là, t'en es à... Ah, quel est le premier geste à faire face à une personne qui s'étouffe et qui peut encore tousser? Lui donner des fortes tapes dans le dos, faire une manœuvre de compression ou asseoir la victime et l'encourager à tousser? Alors là, on est dans la situation, bien entendu, on est face à une personne qui a une obstruction partielle des voies aériennes. Donc, il va surtout ne rien falloir faire. Surtout pas de claque, surtout pas de compression. Le risque, s'il y a quelque chose de mécanique qui est bloqué ici partiellement, c'est en mettant des claques ou des compressions, c'est finalement le faire aller dans l'autre sens. Donc, c'est passer d'une obstruction partielle à une obstruction totale. Donc, on va asseoir la victime et l'encourager à tousser. L'asseoir pour la sécuriser et l'encourager à tousser pour essayer de faire sortir. Une autre question? Si une personne qui s'étouffe ne peut pas parler, tousser, respirer, quel est le geste suivant à réaliser? Appeler les secours, commencer immédiatement l'alternance des claques et des compressions ou attendre de voir si la situation s'aggrave? Bon, c'est bon, vous avez tous compris. On commence immédiatement les claques et les compressions. Alors, il y en a qui veulent faire l'alerte. On peut appeler au secours à l'aide. Hein. Par contre, l'appel téléphonique, il viendra après le sauvetage. On commence par secourir et on alertera après. C'est bon. Question d'après. Comment réalisons les compressions abdominales sur un adulte? En appuyant doucement sur le ventre avec le plat de la main, en effectuant des compressions abdominales vers l'arrière et vers le haut, juste au-dessus du nombril, ou en donnant des petites tapes dans le dos en même temps que les compressions sur la poitrine. Bien entendu, et je pense 82%, ouais, en effectuant des compressions abdominales vers l'arrière et vers le haut, juste au-dessus du nombril. Okay, vos épaules, n'oubliez pas qu'elles sont bien plus hautes que l'endroit où vous comprimez. Donc, automatiquement, votre geste ira vers l'arrière et vers le haut. Tu peux mettre la question d'après si tu veux. Que faire si la personne qui s'étouffe perd connaissance après avoir tenté la manœuvre de désobstruction? On continue la manœuvre de désobstruction jusqu'à l'arrivée de secours. On vérifie sa respiration et s'il ne respire plus, commencer la réanimation cardio-pulmonaire en attendant le secours. On lui donne à boire un petit peu d'eau pour essayer de débloquer les voies respiratoires. Alors, on a dit que je ne peux plus traiter l'étouffement sur une personne qui perd connaissance. Ok. Donc, je vais vérifier sa respiration. S'il ne respire plus, je commencerai la réanimation cardio-pulmonaire. Il reste une question encore ou deux peut-être? Oui, c'est une question. Faut-il adapter la manœuvre des compressions abdominales pour un enfant? Oui, la technique est la même, mais la force des compressions doit être adaptée. Non, la manœuvre est identique pour les adultes et les enfants. Oui, on utilise les talons de dos et les compressions thoraciques douces pour les enfants de moins d'1 an. La réponse, c'est oui. Ah non, il n'y a pas d'équilibre là. C'est oui, la technique est la même, mais la force des compressions doit être adaptée.
C'est bon là? On peut continuer? Oui, Oui, ouais, c'est bon, c'est fini. Ok. oui. Allez, plus que 2 étapes. La perte de connaissance, bah, ça tombe bien parce que ça tombe juste derrière l'étouffement. Ce qui pourrait arriver finalement après une hémorragie si quelqu'un a perdu beaucoup de sang. La perte de connaissance. La perte de connaissance, en fait, alors, je vais vous donner si j'arrive à arrêter la vidéo, voilà. Je vais vous donner vraiment le moment important dans l'évaluation justement de ce type de personnes. Parce que là, on est dans une situation finalement, la perte de connaissance, où là, il nous reste 2 solutions. Quand vous êtes face à une personne qui est inconsciente, on n'a que 2 solutions derrière, c'est soit la victime va respirer et elle finira en PLS, soit elle ne respire pas et il faudra réaliser un massage cardiaque. Donc, observez, protégez. Vérifiez la perte de connaissance. Vous allez aborder la victime, d'accord? On la secoue pas parce qu'elle a pu faire une chute, se taper la tête par terre. Donc, on va la secouer doucement, d'accord? On met de la douceur quand on aborde une victime. On va lui demander si elle nous entend. On va secouer doucement les épaules de la victime ou lui prendre la main en lui disant « serrez-moi la main, ouvrez les yeux ». En fait, on va essayer d'établir un moyen de communication. Est-ce qu'elle ouvre les yeux? Est-ce qu'elle vous répond? Est-ce qu'elle vous serre la main? Si elle ne fait aucun des 3, vous allez la considérer comme inconsciente. Une fois que je suis en présence d'une victime inconsciente, il va falloir vérifier la respiration. Parce que là, je vous ai dit qu'il n'y avait que 2 solutions. Soit elle va respirer, elle va finir en PLS, soit elle ne respire pas, il faudra réaliser un massage cardiaque. Si la victime n'est pas sur le dos, c'est pour ça que je l'ai marqué en gras, vous la mettrez sur le dos. Si elle est à plat ventre, d'accord, il faudra la mettre sur le dos parce qu'on ne peut pas évaluer efficacement la respiration d'une victime qui n'est pas sur le dos. Et là, c'est là maintenant le point important, c'est la libération des voies aériennes en basculant doucement la tête en arrière, en élevant le menton. Pourquoi? Parce qu'en fait, une victime inconsciente au sol, tous ses muscles sont relâchés, elle est hypotonique. La langue, c'est un muscle, et là, la langue, elle pose par terre finalement. Elle pose au fond de la gorge. Donc, l'air ne passe pas et les sécrétions qui pourraient remonter ne vont pas pouvoir sortir, vont aller remplir les poumons. Donc, on va basculer prudemment la tête en arrière pour finalement mécaniquement étirer la langue, laisser passer l'air, écouter avec mon oreille si j'entends quelque chose, si je ressens sur ma joue de l'air chaud expulsé, et je vais regarder la poitrine pendant 10 secondes pour compter combien il y a de mouvements respiratoires. Okay? Je vous montre la vidéo. J'aborde la victime. Elle ne répond pas. Je lui fais la bascule plus prudente de la tête en arrière pour libérer les voies aériennes. Je regarde, j'écoute, je sens et je compte sur 10 secondes les mouvements respiratoires. Voilà, c'est là le moment important pour vous. C'est l'évaluation de la respiration. Si vous ne faites pas la bascule prudente de la tête en arrière, vous allez probablement mettre en PLS la mauvaise personne ou masser la mauvaise personne. Bon, entre nous soit dit, si vous vous trompez, que vous comprimez la poitrine d'une personne qui respire encore, vous n'allez pas la tuer, vous n'allez pas l'endommager. Par contre, si vous mettez en PLS une personne qui ne respire pas, eh ben en fait, elle n'est pas massée. Du coup, bah là, en fait, le cerveau n'est plus alimenté en oxygène, donc elle va mourir. Donc voilà, c'est vraiment ce moment-là qui est crucial pour vous. Libérez les voies aériennes par la bascule prudente de la tête en arrière. J'écoute, je sens, je regarde la poitrine se lever pendant 10 secondes. Et sur 10 secondes, bah, qu'est-ce qui va vous faire dire qu'elle respire, donc on la met en PLS? Eh ben, ça sera 2 mouvements respiratoires. Si sur 10 secondes, vous avez 2 mouvements respiratoires, vous allez pouvoir considérer que la victime respire, donc la mettre en PLS. Si vous avez moins de 2 mouvements respiratoires sur 10 secondes, donc un mouvement ou 0, ça sera considéré comme un arrêt respiratoire, donc un arrêt cardiaque, donc un arrêt cardio-respiratoire, donc décompression de la poitrine. Voilà. Pourquoi un mouvement respiratoire sur 10 secondes, c'est pas considéré comme de respiration? La médecine considère ça comme du gasp, de l'apnée, de l'agonie. Même si on le verrait en vrai, on se rend compte que c'est plus une respiration efficace. Hein. Faut vous rappeler, si vous ne le savez pas, qu'un adulte là au repos, notre moyenne de mouvement respiratoire au repos, c'est entre 14 et 16. Un mouvement respiratoire sur 10 secondes, ça fait que 6 sur une minute, donc c'est largement pas assez. C'est quelqu'un qui est en train de s'éteindre. C'est pour ça que c'est considéré comme de l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, vous avez correctement réalisé votre bascule prudente tête en arrière, évaluez la respiration. Si la victime respire, vous la mettez en PLS. La victime en PLS ou le bébé sur les côtés, dans les bras du secouriste. Alors, voici comment je réalise la PLS. Le bras, je vais vous le remettre. Alors, vous avez vu que le bras vers moi, le bras qui était vers moi, je l'ai mis à 90 degrés. Le bras qui était à l'opposé, je suis venu le maintenir avec ma main du même côté de la joue opposée finalement.
Elle va venir sur la rotation, venir se reposer sur sa main. Et vous avez vu que j'ai soulevé le genou opposé. Je vais me servir de son genou comme levier. D'accord? C'est une technique finalement qui va permettre de tourner les personnes les plus lourdes. D'ailleurs, cette technique a été mise en place pour qu'un enfant de 8 ans puisse tourner une personne de 120 kg. D'accord? On arrive très facilement et sans effort à tourner une personne. Et je vais la mettre sur le côté. Pourquoi c'est important de mettre un inconscient qui aspire sur le côté? Parce que sa langue, comme ça, qui est hypotonique finalement, est posée sur le côté. Donc, l'air va pouvoir continuer de circuler et tout ce qui pourrait remonter de l'estomac va pouvoir aussi être évacué vers l'extérieur et finalement pas aller remplir les poumons. Un petit quiz? Oui. Un petit quiz série? Alors là, c'est le dernier. Tu te souviens, c'est l'inverse. Ouais. Eh oui. On connaît les techniques. Ok, parfait. Alors, que signifie inconscient qui respire? La personne dort profondément, la personne ne réagit pas quand on lui parle ou on la touche, mais sa poitrine et son ventre se soulèvent et s'abaissent. La personne a besoin d'aide pour respirer. Alors, on est à 100%. La personne ne réagit pas quand on lui parle ou la touche, mais sa poitrine et son ventre se soulèvent et s'abaissent. Parfait. C'est-à-dire que même pour vous, ça doit être maintenant un réflexe, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule victime qui se trouve en PLS finalement. Le PLS ne peut être utilisé que pour une victime qui est inconsciente qui respire. Tu peux mettre d'autres questions si tu veux. Quelle est la position à adopter pour une personne inconsciente qui respire? La mettre sur le ventre, la laisser sur le dos ou la mettre en position latérale de sécurité? Allez, 100%. Quelle est la position à adopter pour une personne inconsciente qui respire? C'est la mettre en position latérale de sécurité pour libérer en permanence les voies aériennes supérieures. Tu peux mettre ta question d'après. Pourquoi mettons une personne inconsciente qui respire en PLS? Pour qu'elle soit plus confortable, pour libérer ses voies aériennes et éviter qu'elle ne s'étouffe avec sa salive ou ses vomissements, ou pour qu'elle puisse se réveiller plus facilement? Ouais, 100%. Bravo. Pour libérer ses voies aériennes et éviter qu'elle ne s'étouffe avec sa salive ou ses vomissements. Quatrième question. Quoi doit-on faire après avoir mis une personne inconsciente qui respire en PLS? Aller chercher de l'aide et ne plus la surveiller. Vérifier régulièrement qu'elle respire toujours en attendant les secours. Essayer de la réveiller en la secouant. Alors voilà. Alors, c'est vrai et c'est faux. Je dirais que c'est la réponse idéale, c'est vérifier régulièrement qu'elle respire toujours et attendre les secours. Mais aller chercher de l'aide et ne plus la surveiller, ça pourrait être aussi une bonne réponse. Parce que vous pouvez être complètement isolé, ne pas avoir de téléphone, ne pas avoir de réseau, ne pas avoir de personnes pour appeler à votre place. Donc, vous serez obligé de laisser la personne en sécurité en PLS pour vous libérer et aller chercher de l'aide. C'était la dernière question, normalement, Thierry. Oui, c'était la dernière question. Okay. Est-ce que tu peux demander aux gens à côté de ne pas taper sur leur marteau? Pardon? Est-ce que tu peux demander aux gens à côté de toi de ne pas taper sur le... Ah ouais, je vais leur demander. Ça va être compliqué. Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, dernière étape. Alors, l'arrêt cardio-respiratoire chez l'enfant et chez l'adulte. Là, je vais définir pour le secouriste. En secouriste, c'est hyper important de définir quel âge un nourrisson, quel âge un enfant, quel âge un adulte, parce que là, ça va être une question d'intensité. Vous allez voir qu'un adulte, on masse la poitrine à 2 mains, l'enfant, on masse l'adulte à 1 main, et le nourrisson, on masse la poitrine à 2 doigts. Donc, un nourrisson a de 0 à 1 an, un enfant a de 1 an à 8 ans ou 25 kg, et toute personne qui a plus de 8 ans ou 25 kg rentre dans la catégorie des adultes. Voilà, c'est pour avoir une notion aussi de l'intensité que je vais mettre sur le corps de ma victime. Donc là, on revient aux fondamentaux qu'on a abordés avant. On va aborder la victime comme pour l'inconscience qui respire. On va aborder la victime, on va vérifier la connaissance, la perte de connaissance. Si vous m'entendez, ouvrez les yeux, répondez-moi, serrez-moi la main. S'il n'y a pas de communication, je considère la victime comme inconsciente. Si elle est sur le ventre, je la fais sur le dos parce que n'oubliez pas que je dois libérer les voies aériennes supérieures. Je vais basculer la tête prudemment en arrière. Je vais écouter, sentir le souffle et regarder la poitrine se lever pendant 10 secondes. Et là,
je vais me trouver dans la situation où j'ai moins de 2 mouvements respiratoires sur 10 secondes. Donc, je vais considérer la victime comme étant en arrêt cardiaque. Voilà, les compressions thoraciques, pardon. Donc là, je vais, si je suis en présence d'une victime qui a moins de 2 mouvements respiratoires sur 10 secondes, je vais les considérer comme en arrêt cardio-respiratoire. Et ma priorité, rappelez-vous, je vous l'ai dit en début de formation, ça va pas être de faire les compressions thoraciques, c'est d'être sûr que l'alerte pourra être donnée ou va être donnée par un autre moyen. Voilà. Je ne démarre pas si je ne suis pas sûr de ça. Sinon, vous allez commencer à comprimer la poitrine et finalement, personne ne va jamais arriver. Donc, s'il y a un sacrifice en temps à faire, ça sera maintenant. Donc, au secours à l'aide, si personne débarque, bon, personne ne peut appeler avec moi. Si j'ai pas de téléphone, j'ai pas de réseau, je devrais sacrifier ce temps-là avant pour aller appeler les secours. Si vous êtes seul, que vous avez un téléphone portable, du réseau, vous mettez en haut-parleur, ben finalement, vous pouvez attaquer vos compressions thoraciques. Alors, la pratique de la réanimation chez l'adulte et l'enfant. Alors, à gauche, vous avez l'enfant et à droite, vous avez l'adulte. Le comportement va être exactement le même avec les deux. C'est juste le nombre de mains que je vais utiliser pour faire la compression thoracique. À droite, elle va utiliser une main. À gauche, on utilisera 2 mains. Où est-ce que je masse? Je masse au centre de la poitrine, sur une ligne imaginaire entre les deux mamelons, au centre de la poitrine. D'accord? Alors, vous devez vous coller à la victime parce que ce n'est pas vos bras qui massent, c'est le poids de votre corps. On doit masser au centre de la poitrine avec les bras tendus. Et c'est, vous allez voir, le poids du corps qui permet d'enfoncer la poitrine. Voilà. Alors, au centre de l'image, vous voyez qu'il y a marqué, et c'est entouré, je réalise 30 compressions thoraciques pour 2 insufflations. Pourquoi je les marque? Parce que c'est encore dans le référentiel secouriste, bien entendu. On doit enchaîner 30 compressions pour 2 insufflations. Par contre, vous n'êtes pas, si vous ne le sentez pas, vous n'êtes pas obligé de faire les insufflations et c'est pas grave. Pourquoi vous ne ferez peut-être pas les insufflations demain? Parce que déjà, il y a un risque infectieux. Parce que la personne a pu vomir ou avoir du sang sur sa bouche, puis peut-être que vous n'avez pas envie, vous, de mettre votre bouche sur la bouche d'un inconnu. Donc, finalement, ce qui va primer, ça va être les compressions thoraciques. Donc, sur l'écran, vous avez l'alternance des 30 compressions thoraciques pour les insufflations. Mais dans l'arrêté, vous n'êtes pas obligé de faire les insufflations. Donc, vous enchaînerez finalement les compressions thoraciques non-stop. Si vous avez de l'aide, vous pourrez alterner les équipiers pour comprimer la poitrine. Le détail qu'on voit ici, c'est que pour la réanimation d'un enfant, on commencera toujours pour 5 insufflations. On verra exactement pareil pour le nourrisson. Tout ce qui est pédiatrie, en fait, la médecine considère que le cœur est jeune, d'accord? Donc, l'arrêt cardiaque sera en général dû à un arrêt respiratoire. Donc, on commencera par stimuler par 5 insufflations chez l'enfant et le nourrisson avant de faire les compressions thoraciques. Et après, vous rentrerez dans un cycle de 30 compressions pour 2 insufflations. Et une petite différence sur le nourrisson, vous allez voir, c'est la stimulation et l'évaluation de la respiration. Donc, elle stimule par des mouvements et du bruit. Donc, on peut faire des claques vers les oreilles de l'enfant, on peut mettre les doigts dans les paumes des mains, on peut frotter le ventre et faire des chatouilles sous les pieds. Et après, on va évaluer la respiration. Et la différence, vous allez voir, d'évaluation de la respiration chez le nourrisson, c'est que lui, comme l'adulte et l'enfant, il ne va pas supporter qu'on bascule complètement la tête en arrière. Lui, on va basculer doucement la tête et s'arrêter quand on a ce qu'on appelle la tête en position neutre. C'est-à-dire que les yeux qui regardent en fait vers le zénith. Donc en fait, on va doucement basculer la tête en arrière en élevant le menton et en s'arrêtant quand les yeux regardent vers le haut. Ça s'appelle la tête en position neutre. Donc, elle va lui mettre la tête en position neutre, surélever le menton. Elle va écouter sur 10 secondes. Elle écoute, elle sent, elle regarde la poitrine. Si sur les 10 secondes, elle a au moins 2 mouvements respiratoires, elle le mettra en PLS. Donc en PLS, c'est dans les bras des secouristes pour le nourrisson. Et si j'ai moins de 2 mouvements respiratoires, je vais réaliser ma réanimation par les compressions thoraciques au milieu de la poitrine avec 2 doigts. Donc une ligne imaginaire entre les 2 mamelons et je masse avec 2 doigts au milieu de la poitrine. Et j'alternerai bien entendu 30 compressions
et 2 insufflations si vous en sentez capable. Rappelez-vous que pour le nourrisson aussi, une réanimation commence toujours par 5 insufflations. Et tu peux nous mettre le dernier quiz si tu veux, Thierry. Que dois-tu faire en premier si tu vois quelqu'un s'effondrer et qui ne répond pas? Appeler à l'aide ou un numéro d'urgence, commencer immédiatement les compressions thoraciques ou vérifier si la personne respire. Alors non, ça sera appeler à l'aide ou un numéro d'urgence. On va tout de suite appeler à l'aide. Au secours à l'aide. Ou on fera appeler un numéro d'urgence. Et parce que finalement, ce qu'on va vérifier en premier, ça sera la conscience. La vérification de la respiration viendra toujours après la vérification de la conscience. Tu peux mettre une autre question. Où doit-on placer ses mains pour effectuer les compressions thoraciques sur un adulte? Au milieu du ventre, au milieu de la poitrine, sur la moitié inférieure du sternum ou sur le côté gauche de la poitrine? En plus, je vous ai donné un petit repère. Voilà, au milieu de la poitrine, sur la moitié inférieure. Alors, pour vous simplifier, on prend les deux mamelons, on tire un trait imaginaire et on se met en plein milieu. Vous serez au bon endroit. Troisième question. À quelle fréquence environ dois-tu effectuer les compressions thoraciques? Alors là, on est dans la version optimale, hein, je l'ai dit. Hein. Si vous étiez avec moi en formation aujourd'hui, on s'entraînerait sur les maintiens à comprimer entre 100 et 120 compressions par minute. C'est pas le nombre de compressions là, c'est la fréquence, c'est la vitesse à laquelle on comprime. On comprime à la vitesse, ça sera bien 30 compressions, mais à une allure, donc une fréquence de 100 à 120 compressions par minute. C'est là, souvenez-vous, c'est la chanson Stayin' Alive, c'est pour rappeler la rythmique. La chanson Stayin' Alive, on est à peu près à 100 compressions par minute. Et là, on est dans une version optimale. N'oubliez pas que vous n'êtes pas des secouristes professionnels, vous n'avez pas l'occasion de répéter vos gestes. Si vous êtes au centre de la poitrine, sur une personne qui en a un cardio-respiratoire, si vous massez trop vite, pas assez vite, trop profond, pas assez profond, vous êtes déjà en train de faire circuler le sang au niveau du cerveau. Donc, c'est très, très bien. Vas-y, tu peux passer la question d'après. Après chaque série de compression thoracique, combien de bouche à bouche dois-tu généralement effectuer? Combien d'insufflations? Ouais, bien joué. C'est 2 insufflations. 30 compressions pour 2 insufflations. N'oubliez pas que pour le civil, ce n'est pas obligatoire. Si vous ne le sentez pas, vous ne faites pas. Risque infectieux, vomissement, sang, peut-être pas le dégoût aussi, hein. C'est possible. Ok, c'est pas grave. Il reste une question normalement, peut-être? Oui, c'est dernière. Si externe est disponible, que doit-on faire? Utiliser immédiatement avant même d'appeler les secours, allumer sur l'instruction vocale tout en continuant la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire si nécessaire, ou laisser les professionnels de santé utiliser à leur arrivée. Alors, c'est adapté pour tout le monde. Hein. Vous pouvez prendre pour la première fois un défibrillateur et vous arriverez à l'utiliser. L'allumer, suivre les instructions vocales, tout en continuant la réanimation cardio-pulmonaire si nécessaire. Alors, j'en ai pas parlé dans la vidéo parce que c'est pas votre priorité. Votre priorité, quand vous êtes sauveteur isolé, c'est de démarrer une réanimation cardio-pulmonaire. L'arrivée du défibrillateur ne se fera de toute façon que s'il y a un témoin qui le fera à votre place et qui l'installera pendant que vous êtes en train de réanimer. Voilà. Je crois que c'était la dernière question, Thierry. C'était la dernière, oui. Voilà. On arrive au bout de ce webinaire. Donc on a tenu pas mal de temps quand même. J'espère vous avoir enseigné des choses pratiques ou rafraîchi votre mémoire si c'était des formations que vous aviez déjà suivies. Bon, après, soyons honnêtes, c'est quand même un pied à l'étrier d'en parler, mais si vous ne l'avez jamais fait, rapprochez-vous d'une assos, rapprochez-vous d'un organisme de formation et allez pratiquer, allez faire des ateliers. Ça va vous aider aussi à dédramatiser, à casser les idées reçues, à casser les clichés que vous pouvez avoir et puis aussi vous rassurer sur vous rendre compte que finalement il y a certaines choses, c'est pas si compliqué à mettre en place quand on a les bons éléments. Voilà. Donc maintenant, bien sûr, merci à vous Florent.
Est-ce que Ouais, tu veux qu'on réponde ouais. à 2-3 questions avec plaisir, hein, tout le monde. Je pense que c'est un peu, on est un petit peu chaud, un peu tendu sur les délais. Les gens sont restés, c'est très bien. Je vais Mais clôturer en vous je disant que sais vous allez que voir. juste, je veux rappeler que je comprends qu'il y ait plein de questions parce que c'est une formation, un PSC qui dure une journée complète, hein, normalement. Donc, je peux comprendre qu'il y ait 1000 questions. Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, mais vous inquiétez pas, tout ce que je vous ai raconté pourra être complété par d'autres professionnels de la formation du secourisme. Oui, il y a le replay. On a tenu malgré tout à faire cet événement et en effet, il y a eu quelques bruits. Il n'y a pas eu de coupure. Mais il y a eu quelques bruits extérieurs qui ont un petit peu perturbé certaines personnes. On est vraiment désolé pour ça. On a fait notre maximum parce qu'on a considéré que c'était important de partager cet événement avec vous, d'y passer un petit peu plus de temps que prévu. Mais on a quand même pu tout voir et poser les bonnes questions. Et donc, on vous remercie. Vous allez recevoir, quand le webinaire va se terminer, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Donc, bah, s'il y avait du bruit, bah, dites-le. Et si vous avez quand même appris des choses, n'hésitez pas à le dire aussi. Et puis, vous recevrez aussi le replay automatiquement. Donc, vous pourrez, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément tout compris ou peut-être que ça allait trop vite, eh ben, n'hésitez pas, allez sur le replay, répétez, arrêtez, redémarrez. J'ai juste, si je peux me permettre, là, je veux juste, Vas-y. justement, pour rassurer un tout le monde, j'ai parcouru le chat et j'ai vu Aline qui disait que pour la PLS, c'était donc sauf pour la femme enceinte, il faut privilégier la PLS à gauche. Ne vous embêtez plus avec ça, c'est un truc qui a été retiré du référentiel. Aujourd'hui, on vous impose plus un côté parce qu'on s'est rendu compte que les gens n'avaient peur de mettre en PLS, donc mettez plus en PLS. Une femme enceinte, vous allez la mettre en PLS du côté où vous voulez, si c'est un inconscient qui respire. Et quand vous allez passer finalement votre message d'alerte, la personne que vous allez avoir au bout de fil, comme vous allez lui raconter que vous avez mis en PLS une femme enceinte, il va vous dire, vous l'avez mis en PLS de quel côté? Si jamais vous l'avez mis en PLS du côté droit, il va vous dire, est-ce que vous avez quelque chose de mou, un coussin, un pull, un blouson que vous pouvez venir intégrer entre son ventre et le sol finalement pour casser le plan dur et pouvoir faire repartir et améliorer la circulation des voies sanguines. Voilà, c'était juste pour rassurer sur ce point-là. N'ayez pas peur de mettre en PLS sur un côté ou l'autre la femme enceinte, vous serez de toute façon orienté derrière. Voilà. On a quand même donc répondu à des questions sur le délai. Voici le moment où nous allons nous quitter, malheureusement. Florent, continue ta mission au Gabon. La Merci. connexion était très bien. Bonjour du Congo. Ouais. Ah oui, c'est le Congo, c'est pas le Gabon. Eh bien, merci Brazzaville. à vous, à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci. Merci Thierry, merci à tous. À bientôt.